Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de Le sentiment d'abandon de Saverio Tomasella, lu par Thomas Alonso. À mes enfants, à la mémoire de Christilla Taudière qui a encouragé ma passion pour la liberté. Je rêve d'un vrai praticien à qui je puisse confier toutes mes angoisses. Il me semble qu'il devrait avoir la patience d'écouter. Quel bienfait ce serait de trouver un praticien qui ne me classe pas dès mes premières paroles dans telle catégorie, qui ait assez de patience, de temps et d'amitié pour reconnaître dans mes indications les troubles de ma vie, si profondément en accord lorsque je souffre, avec le vécu de toute une existence, surmonter ce qu'elle a de douloureux, le dépasser et apprendre ainsi lentement le choix inconscient. Rainer Maria Rilke, lettre à Lou Andreas Salomé, 12 mai 1904. Préface. Ma pratique de psychanalyste m'a régulièrement, pour ne pas dire constamment, mis en contact avec l'abandon vécu ou craint par toutes les personnes que j'ai accompagnées, au fil des années, dans leurs doutes, leurs souffrances ou leur mal-être. De mon expérience clinique en ce domaine m'apparaissent trois principales observations. En premier lieu, tout patient porte fréquemment en lui une souffrance d'abandon, même si elle revêt des qualifications diverses, sentiments, états ou angoisses d'abandon. Par ailleurs, toutes sortes de réalités différentes peuvent être productrices du sentiment d'abandon. Cependant, elles se relient très souvent à un vécu d'enfance dont les effets perdurent bien au-delà dans la vie adulte. Enfin, force est de constater la singularité de chaque histoire, de chaque vécu, de chaque souffrance, et pourtant la présence d'un fond commun à tous, l'abandon, dont on peut se demander s'il ne relèverait pas d'une peur universelle de l'être humain. Ainsi, aborder le sentiment d'abandon nous interpelle par sa double caractéristique singulière et plurielle, unique et commune. S'y pencher nous offre l'occasion de prêter écoute tout autant à ce fond commun de l'humanité qu'à notre être profond, d'aller à leur rencontre et, pourquoi pas, de mieux faire connaissance avec soi. Avec cet ouvrage, Saverio Tomasella ouvre cette voie au lecteur en lui donnant à partager son approche subtile et éclairée du sentiment d'abandon, nourrie par sa riche expérience humaine et psychanalytique. Je vous en souhaite une lecture éclairante et féconde. Véronique Berger, psychanalyste. Introduction. Une réalité universelle, des tourments singuliers. Quant à des conseils, seul en donne la solitude. Mallarmé. La question de l'abandon est vaste comme le monde. Elle est très largement présente dans la littérature, le théâtre, l'opéra, le cinéma. Certaines images poétiques y font référence. Une maison en ruine, un champ dévasté, une épave sur le rivage. On dira qu'ils sont à l'abandon. Nous entendons également parler d'abandon au niveau des groupes et des nations, jusqu'à lire que les États, démissionnaires ou impuissants, sont eux aussi à l'abandon. Déplacement, métaphore sans doute. Ainsi, l'historienne et psychanalyste Elisabeth Roudinesco s'inquiète de nos sociétés qui abandonnent les principes humanistes, jusqu'au respect de la loi et d'autrui, poussant sans cesse à plus d'hédonisme, au risque de réduire l'humain à la satisfaction de ses besoins immédiats. 1. Le monde des religions, numéro 36, juillet 2009, page 45. De son côté, la philosophe Michela Marzano, chercheuse au CERS. 2. Centre de recherche Sens, éthique et société, Université Paris-Descartes, s'appuie sur le sentiment d'abandon du peuple italien pour expliquer les dérives politiques de son pays, hier et aujourd'hui. 3. Michela Marzano. Le fascisme, un encombrant retour? Larousse 2009. Enfin, l'économiste Jacques Attali dénonce la barbarie aveugle et l'égoïsme extrême d'un certain capitalisme sans foi ni loi. Au niveau individuel, chaque être humain a vécu, au moins une fois dans sa vie, la crainte ou la réalité d'un abandon. Chacun, de près ou de loin, est concerné par le sentiment d'abandon. Le fait même d'utiliser la formule « sentiment d'abandon » montre à quel point ce vécu est profond et implique le centre de l'être, ce qui est essentiel et vital. Même lorsqu'on ne dit pas son nom, l'abandon, sa peur ou sa mémoire, est sous-jacent à de très nombreuses situations. Le film Jeux interdits, 4, René Clément, 1952, retrace l'abandon redoublé d'une toute petite fille, Paulette, dont les parents meurent lors du bombardement d'une colonne de fugitifs durant la guerre. Réfugiée dans une famille qui l'accueille un temps, elle se lie d'amitié avec Michel,
Un garçon plus grand qu'elle, avec lequel elle partage des jeux qui lui permettent de symboliser et de penser la mort. De nouveau brutalement arrachée à son ami, elle est placée dans une institution pour orphelins. À la toute fin du film, ses appels désespérés pour retrouver Michel illustrent de façon saisissante la douleur de l'abandon. Exclusion, humiliation, maltraitance, rejet, trahison. L'abandon existe sous de multiples formes. Vertige, perte du goût de vivre, honte, effondrement des repères. L'abandon provoque des ressentis très variés, tous douloureux, et qu'il s'agira d'exprimer pour éviter qu'ils n'enquistent. Un jour, Amalia, une dame déjà âgée, vient se confier après avoir longuement hésité. Je reçois une femme désespérée, inconsolable. Notre première rencontre est riche de souvenirs et d'émotions. L'air vibre de gravité. Quelques jours plus tard, ne voulant pas attendre notre prochain rendez-vous, Amalia m'écrit pour exprimer ce qu'elle n'a pas réussi à dire. Pourquoi une émotion si forte? Devant vous, je me trouve dans une situation nouvelle. Vous m'écoutez, vous me croyez, cela peut paraître naturel, logique. Pas pour moi, par manque d'habitude. Longtemps après le viol, j'ai voulu raconter à ma grand-mère ce qui m'avait été fait. Je voulais que l'on m'explique pourquoi je sentais que c'était mal. Mais en guise de réconfort, j'ai reçu une trempe violente à laquelle ont succédé les mots. Ces mots. Il ne fallait rien dire à personne. J'étais la coupable, j'étais la honte. Elle était persuadée que j'allais parler autour de moi. Aux voisins. Aux voisins. Cet acte déjà si perturbant était devenu encore plus atroce. J'apportais la honte sur la famille. Les mots étaient si durs, si violents, si répétitifs que je leur préférais encore les coups. Je les souhaitais pour que ma grand-mère se taise. Sa réaction a été si violente que j'étais persuadé qu'elle avait raison. J'étais le monstre. La question qui me hantait, si elle ne voulait plus garder un monstre, qu'allais-je devenir? Retourner à l'hôpital? Au poulailler? Durant la Seconde Guerre mondiale, la petite Amalia, abandonnée par père et mère, avait été placée à l'assistance publique dans un centre hospitalier pour enfants orphelins, loin de Paris, dans la campagne normande. D'abord oubliée plusieurs jours dans une cave après un bombardement, elle avait été violée par un éducateur, lequel avait entraîné un jeune apprenti infirmier dans son acte profanateur. Ne parlant plus, hébétée, exprimant sa détresse par un refus de communiquer, Amalia avait été punie et mise en quarantaine, reléguée seule dans un poulailler pour le reste de son séjour à l'assistance publique. Pendant plus de 60 ans, malgré sa douleur, Amalia a travaillé sans relâche et fait face au quotidien avec toute la ténacité dont elle était capable, sans montrer aucun signe de désolation. Amalia est loin d'être la seule à s'être tue, à avoir gardé pour elle toute sa peine. Que de chagrin retenu, étouffé. Rester seule avec son malheur, ne pas pouvoir se confier, n'est-ce pas déjà une forme d'abandon? Il est bien difficile d'oser dire les abandons réels dont nous avons souffert. Par pudeur, bien sûr, il est tellement important de préserver son intimité et de ne pas la dévoiler à n'importe qui. Parler de ses fragilités implique d'accepter pour un temps sa vulnérabilité sans la fuir. D'en parler ouvertement à une personne de confiance qui accueillera ses failles sans s'en moquer, sans s'en servir pour prendre le pouvoir. Parler réhabilite l'être dans toutes les dimensions de son humanité. Dans la recherche au long cours d'une psychanalyse, le clinicien trouve une problématique d'abandon sous-jacente aux autres, plus visible dans la plupart des histoires, pour peu que les hontes puissent se révéler et les idéalisations qui les masquent s'estomper. S'il est tellement dévastateur, pourquoi l'abandon est-il si fréquent? Pour quelles raisons celles et ceux qui l'ont enduré ou en ont peur le font-ils encore subir à d'autres? La chaîne de la maltraitance se répercute inlassablement, en cascade, de génération en génération, jusqu'à ce que quelqu'un se réveille et décide d'y mettre un terme. Ce phénomène caractérise l'abandon. Les personnes abandonnées s'abandonnent elles-mêmes ou abandonnent les autres, dans un cycle qui peut paraître sans fin. Notre responsabilité est de comprendre ce mécanisme d'apparente fatalité pour rompre la spirale de la répétition. L'abandon le plus radical est la mort, surtout lorsqu'il s'agit de mort psychique. Elle est incommensurable pour l'enfant. Elle génère une douleur immense pour le parent, l'ami, le proche. Lita Basset hurle face à la montée de la marée de l'épouvante lorsqu'elle apprend la mort de son fils Samuel qui s'est suicidé à 24 ans. C'est arrivé, Samuel. Non, non, non. La foudre est tombée, seule au volant, 60 km en état second. Elle hurle sans discontinuer, bête blessée à mort. La vie s'est arrêtée. Elle ne voit rien, n'entend rien, n'est plus que cris. Cracher, vomir, expulser l'horreur.
Avez-vous pu hurler la mort, le désespoir, l'horreur, la terreur, l'épouvante, l'abandon? Comment? Essayons de repérer les très nombreuses manifestations du sentiment d'abandon, des plus évidentes aux plus camouflées. Nous chercherons ensuite les origines de ces troubles dans la réalité vécue d'un abandon, sous une forme ou une autre, à un moment clé de l'existence. Enfin, nous explorerons les moyens réels de se libérer durablement de l'abandon, pour conquérir une capacité à vivre vraiment, en être humain, debout et fier d'exister. Première partie. Les manifestations du sentiment d'abandon. Avant tout, sois vrai envers toi-même. Et aussi infailliblement que la nuit suit le jour, tu ne pourras être faux envers personne. Shakespeare, Hamlet, acte 1, scène 3. Il arrive de se sentir abandonné lors de moments difficiles, de situations critiques telles que la solitude, l'exclusion, le conflit, le deuil, ou simplement de situations déroutantes, inattendues, que l'on soit seul ou bien entouré. Que se passe-t-il alors? Le sentiment d'abandon, qu'il est coutumier d'évoquer, désigne un ressenti d'impuissance, plus ou moins douloureux et handicapant. Il se caractérise par une sensation d'isolement qui paraît insurmontable, vécue comme une injustice ou une trahison. Il s'agit d'un désarroi, pouvant être durable et profond, souvent accompagné de fortes angoisses, de colère irrépressible ou de tristesses inconsolables, ainsi qu'une impression persistante d'injustice et d'insécurité. Sandrine confie: il m'arrive d'avoir la sensation d'être soudain perdue, toute seule. Cette peur d'être abandonnée, je la ressens fréquemment en ce moment. Je me sens fragile, je suis incapable de rester seule. Je sais bien que l'abandon n'est pas chaque fois une réalité, mais plutôt une peur au fond de moi. Pourtant, je ne peux m'empêcher d'avoir peur. Un retard, un rendez-vous annulé, mes clés que je ne retrouve plus, tout cela déclenche en moi une panique, avec cette idée étrange que je ne pourrai rien faire tant que quelqu'un ne sera pas là, avec moi, près de moi. Le sentiment d'abandon est l'expression d'une souffrance dans la relation à soi-même et aux autres. Il se manifeste de différentes façons. Certains ont constamment peur d'être rejetés et, prisonniers de leur peur, en arrivent à provoquer l'abandon tant redouté. D'autres s'accrochent à quelqu'un ou à quelque chose. D'autres encore, au contraire, évitent de s'engager et de se lier vraiment. Chapitre 1. Quand la solitude est source d'angoisse. Il est parfois difficile d'être seul, surtout quand se profile la menace de l'abandon. Que celle-ci soit imaginaire ou réelle, elle provoque déception, colère et surtout angoisse, des plus masquées aux plus visibles, des plus larvées aux plus explosives. Nous allons tenter d'en explorer les méandres. William ne supporte pas d'être seul. Un soir, le téléphone sonne. À l'autre bout du fil, une voix faible, timide, presque éteinte, demande un rendez-vous. « Je me sens seul », explique cet homme pourtant marié et père d'un enfant. Lorsqu'il vient, William me dit très vite qu'il est tout le temps angoissé. « Je suis tellement angoissé que je n'arrive pas à lire. Rien, même pas une BD. C'est la première fois que cela m'arrive. J'ai même du mal à vivre, je fais tout vite, le plus vite possible. Je me précipite et je bâcle tout. » William marque un long silence en regardant la pièce autour de lui, puis ses chaussures. Il semble gêné. « Je m'ennuie et je déprime tous les soirs. » William me regarde un moment, en silence. « J'ai recommencé à avoir de l'asthme en même temps qu'une bronchite, et l'asthme, ça angoisse, je vous assure. » Je demande à William, pour qui souffrance et angoisse semblent résulter d'une grande solitude, s'il peut alors compter sur une présence amicale. J'ai appelé mon copain Pierre, il était à la clinique pour une opération des ligaments du genou, le pauvre. Je l'aime bien, j'ai senti, une fois de plus, qu'il me fuyait malgré ce qu'il m'avait dit dernièrement. Je voudrais savoir pourquoi. C'est très blessant pour moi, peut-être a-t-il de bonnes raisons. Il me dit qu'il m'apprécie mais on n'arrive jamais à se voir. Ce qui m'inquiète, c'est que je suis toujours seul. Ma femme travaille beaucoup. Qu'est-ce qui m'arrive ? En fait, je ne sais pas quoi modifier dans ma façon d'agir avec les autres. Vous avez rappelé votre ami Pierre ? Je lui ai téléphoné pour lui dire que cela me ferait très plaisir de le voir depuis tout ce temps et il m'a répondu qu'on se rappellerait à la fin de la semaine. On est déjà à la fin de la semaine et il ne m'a toujours pas rappelé. Vous vous sentez abandonné ? Oui, complètement. William pleure doucement en regardant par terre. J'aimerais me sentir plus heureux, plus léger, plus serein. J'ai peur de ne pas y arriver. Dès notre première rencontre, William se dit las, angoissé, déprimé. Il se définit lui-même comme un homme craintif et très sensible. Il a peur de mourir, de vieillir, d'être seul. Ses crises d'asthme sont une réponse physique à son angoisse mêlée de chagrin. Au propre comme au figuré, William suffoque.
Très vite, il en vient à faire le constat de sa solitude, sans doute à l'origine de cette asphyxie. William est en proie à un questionnement incessant, un tourment continu et oppressant. Il doute de lui et des autres, notamment de Pierre, qu'il considère pourtant comme son ami. William se plaint du manque de présence de Pierre jusqu'à se sentir abandonné. Pourtant, l'abandon de William par son ami n'est pas réel. Il est de l'ordre du ressenti. William se persuade de la fuite de Pierre et la ressasse. William est le papa d'un petit garçon. Je l'interroge sur sa façon de vivre l'arrivée de son enfant et sa nouvelle paternité. William se rappelle qu'avant la naissance de son fils, il fumait, buvait et mangeait beaucoup pour se remplir. Il raconte sa tristesse, sa difficulté à réaliser ce qu'on lui demandait de faire, au bureau en particulier où il peinait à donner le change. Il poursuit en évoquant sa femme. Déjà, je ne voulais plus être en contact avec elle. Elle ne pensait qu'à une chose, procréer avant l'âge limite. Elle est plus âgée que moi. J'ai l'impression que ma semence est la seule chose qui l'intéresse. Le matin, le soir, le week-end, elle me posait sans arrêt la même question. Est-ce que je voulais bien avoir un enfant ? Cette question m'étouffait, surtout venant d'elle que je n'aime pas et qui me déteste ouvertement. Je ne savais plus où j'en étais. J'essaie de mieux comprendre l'étrange rapport que William et son épouse ont mis en place. Nous avions une mauvaise vie, nous nous disputions sans cesse. Je disais à ma femme que je ne pensais pas qu'avoir un enfant dans ces conditions était une bonne idée. Elle n'entendait pas, elle revenait tout le temps à la charge. Je suis faible et je le sais, j'ai cédé à son chantage. Enceinte une première fois, elle semblait contentée. De mon côté, j'étais très angoissé. Je me sentais prise au piège de ma lâcheté. Au 4e mois, elle a fait une fausse couche. Une course aux traitements médicaux a été mise en place pour avoir un nouvel enfant. Je me sentais exclu de cette procréation médicalisée. Depuis, l'acte sexuel m'apparaît comme un accessoire, au même titre que les traitements médicaux. Une autre grossesse est arrivée, très médicalisée, chaque jour suivie comme une maladie grave. Je me sentais de nouveau démuni, abandonné. Encore une fois, je ne représente qu'une partie du décor. Depuis, je suis très déprimé et je n'arrive pas à retrouver le goût de vivre. Lorsque je demande à William si la relation avec son épouse s'est améliorée depuis la naissance de leur enfant, il me dit que non, au contraire. Pourquoi n'ont-ils pas songé à se séparer s'ils ne s'entendent pas du tout ? Ce désamour n'est-il pas le signe d'un abandon réciproque des époux ? William est gêné de me répondre. Je me sens trop seul, je suis incapable de quitter ma femme ou même d'accepter l'idée d'une séparation. William est perdu. Son incapacité à supporter la solitude l'empêche d'être libre et de vivre selon ses vœux. Véronique craint d'être oubliée. Véronique est une femme agitée. Elle ne tient pas en place. Avant les premières séances, elle m'appelait pour être sûre que je n'avais pas oublié son rendez-vous. Véronique arrive chaque fois très en avance. Une fois assise, elle bouge sans arrêt sur sa chaise. Ses doigts jouent du piano sur ses cuisses pendant qu'elle me parle. Je dors mal la nuit. Cela fait des années que j'ai des insomnies. Je fais des cauchemars, j'imagine des accidents impossibles. Par exemple, ma voiture est garée, je mets des grosses pierres devant les pneus au cas où le frein lâcherait. De quoi avez-vous peur ? J'ai peur de me perdre dans un centre commercial ou de perdre mon portefeuille, mes papiers, mes clés. Véronique, racontant sa peur de se perdre dans un lieu pourtant familier, de ne plus retrouver portefeuille et papiers, son identité, exprime sa crainte de s'effacer, de ne plus exister, de disparaître. Il y a quelques jours, j'étais allé faire des courses dans une grande surface que je connais bien. Je n'y étais pas allé depuis quelque temps. Ce n'est pas la plus proche de chez moi. Toute la disposition du magasin avait été changée. J'étais complètement perdu. Je me suis sentie toute petite, incapable de me repérer. J'étais presque paniquée. J'ai eu l'impression de me noyer. J'étais tellement confuse. J'ai dû reprendre mon souffle. Je n'ai pas pu rester. Je suis sortie en vitesse. Cela vous arrive à d'autres moments ? Oui, quand je vais dans ma belle famille. J'ai l'impression de n'intéresser personne. Au bout d'un moment, j'ai peur de disparaître, de ne plus pouvoir exister. Dans ces circonstances, à mesure que l'angoisse monte, Véronique semble s'oublier au point de douter de sa propre existence. Elle oublie ce qui est important pour elle, ce qu'elle pense et ressent. Seule demeure sa peur d'être oubliée. J'ai peur que mon mari m'oublie si je lui ai donné un rendez-vous et qu'il est en retard. Cela me fait ça aussi avec un collègue en retard ou chez le médecin si j'attends longtemps. Vous avez l'impression d'être abandonné ? Oh, c'est beaucoup dire. Oui, au fond de moi, si je suis sincère, je peux dire que je me sens abandonné. Pourtant, le plus souvent, je sais bien que je ne vais pas être abandonné vraiment. C'est plus une peur. Vous vous sentez seul ? Non, presque jamais. Je me débrouille pour être tout le temps avec quelqu'un. Pourtant, je me sens très seul avec moi-même. Comment vous dire ? Je suis seul avec mes peurs et mes idées noires. Je n'ose en parler à personne. J'ai honte. Je ne voudrais pas qu'on se moque de moi.
Véronique a fait en sorte de masquer ses angoisses derrière une façade de battante et de les ensevelir sous une grande activité. J'ai toujours quelque chose à faire, me dit-elle. Je ne supporte pas d'être inoccupée. Par sa panique à l'idée de perdre ses papiers ou de se perdre elle-même dans un lieu familier soudain devenu étranger, elle exprime sa crainte d'être oubliée de ses proches ou de s'oublier elle-même, ce qui lui fait éprouver une sensation de dilution de son identité. Par pudeur et du fait de sa honte face aux autres, Véronique mettra beaucoup de temps à reconnaître une crainte de l'abandon, pourtant très présente en elle. Gérard a peur d'être rejeté. Au début, Gérard ne savait pas trop pourquoi il venait parler à un psychanalyste. Tout semblait aller plutôt bien pour lui. Gérard est un artiste, particulièrement sociable et très élégant. Derrière son charme naturel, sa facilité à communiquer et sa désinvolture se cache en réalité une grande peur de la solitude, d'autant plus vive que le soir arrive. Heureusement, me précise-t-il un jour, comme je suis comédien, je joue le soir. Sinon, ce serait très difficile de rester tout seul chez moi le soir venu. Gérard a beaucoup d'humour. Il n'est pas du tout susceptible. Néanmoins, il a un fonctionnement très affectif. Il a facilement l'impression d'être rejeté. Par exemple, dès que quelqu'un lui fait une critique, il se sent mal et craint de ne plus être aimé. Ce trait de caractère est particulièrement évident avec ses collègues et ses amis. Gérard m'explique longuement comment il lui arrive de se sentir rejeté dans son travail, notamment lorsqu'un metteur en scène n'apprécie pas complètement ce qu'il fait. Hier, j'étais avec des collègues. Nous avons discuté de mon dernier spectacle. J'ai un rôle nouveau pour moi. Pour une fois, je ne suis plus un jeune premier, mais une crapule, un type plutôt noir et, à vrai dire, détestable. Je suis content de pouvoir enfin jouer à contre-emploi. Je me suis donné beaucoup de mal pour fouiller tous les ressorts psychologiques du personnage. Hier, Joyce, que j'apprécie énormément, a critiqué ma composition en me faisant des remarques pourtant très fines et très pertinentes. Une part de moi me disait qu'elle avait raison et que j'aurais intérêt à suivre ses conseils, mais l'autre était atterrée. Je me sentais gêné, mal à l'aise, tout penaud et contrit. J'avais l'impression de ne plus être aimable. C'était vraiment un moment très dur. Sur le coup, je n'ai pas réussi à rester souriant. Je me suis renfrogné. Joyce m'a reproché de bouder, ce qui a encore plus accentué mon désarroi. Une fois seul, il m'a fallu plusieurs heures pour me ressaisir et revenir à des sentiments plus calmes et plus positifs. Bien sûr, j'ai téléphoné à Joyce pour m'excuser et lui dire combien j'appréciais sa franchise et la subtilité de son regard sur mon travail. Il n'empêche que j'ai été complètement bouleversé par ses paroles, pourtant sans méchanceté à mon égard. Je suis vraiment spécial, je crois. Même si Gérard a suffisamment de souplesse et d'intelligence pour se resituer après ce moment de découragement, après s'être senti dévasté par une peur intense d'être rejeté, il souffre de sa très grande sensibilité affective. Cette manifestation est d'autant plus forte avec son compagnon Olivier. Cela fait plusieurs mois que je vis une relation amoureuse passionnée. Depuis peu, je me sens tout bizarre. Mon copain vient me voir un peu moins souvent. Il me dit de ne pas m'inquiéter, qu'il a juste besoin de se retrouver seul. Je le comprends très bien. Je respecte son choix. En plus, je sais très bien qu'Olivier est fidèle. Mais en même temps, je panique. J'ai peur qu'il me laisse tomber. C'est plus fort que moi. Chaque fois qu'il m'annonce qu'il ne viendra pas, une angoisse s'empare de moi. S'il ne revenait pas, c'est une peur complètement irrationnelle. Je ne sais pas d'où elle vient. Tout va bien dans ma vie. En plus, mes parents m'ont choyé tant et plus. Nous sommes d'ailleurs restés très proches. Comment je peux perdre tous mes moyens comme ça, d'un seul coup, sans raison? Gérard est un homme optimiste et particulièrement positif. Il transcende sa peur de la solitude par une très forte implication dans la créativité artistique et la construction de ses personnages, auxquels il consacre beaucoup de temps et d'énergie. Pour autant, il commence à reconnaître que, malgré sa facilité à se sortir de toutes sortes de situations, il existe en lui une fragilité relationnelle, tout particulièrement cette crainte d'être exclu d'un groupe, rejeté par un proche ou pire, de ne plus être aimé. Un peu comme si cet enfant, tellement choyé, ne pouvait pas s'imaginer une seconde qu'il puisse ne pas être aimé. Lorsque Gérard ne sent pas poser sur lui un regard bienveillant ou porteur, lorsqu'il a l'impression de ne plus être suffisamment aimé, tout s'écroule en lui et autour de lui, jusqu'à sa belle assurance et son entrain. Nous venons de dessiner les portraits de 3 personnes qui ont peur de la solitude. Crainte sourde, angoisse oppressante ou panique soudaine caractérisent leur façon de répondre à la menace d'un abandon. Même si cette menace est imaginaire, elle les tenaille et leur fait perdre leurs moyens, souvent à leur corps défendant. Nous allons maintenant nous intéresser à la manière dont d'autres individus, pour ne pas avoir à vivre les affres de ce type d'angoisse,
vont chercher à s'accrocher à quelqu'un comme à un rocher dans la tempête ou comme un bébé singe à sa maman. Chapitre 2. Le parasitage affectif. Lorsque la peur d'être rejeté est très forte, les personnes souffrant d'angoisse d'abandon en viennent à s'accrocher à une autre personne, qui leur servira de rempart. Un ami, une amie, toute personne aimée. Cet objet de prédilection est idéalisé, auréolé de nombreuses qualités et de toute la puissance du protecteur. Mais il doit être là, tout le temps, à disposition. Le parasitage est une réponse affective aux angoisses et aux menaces d'effondrement provoquées par la disparition de soi ou de l'autre. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.